Figurez-vous qu'environ 900 personnes meurent encore chaque année de l'asthme en France. Pourtant, les traitements existent et ces décès pourraient être facilement évités. Il faut dire que l'asthme est trop souvent banalisé ou sous-estimé. Or, il concerne environ 4 millions de personnes en France. Alors, comment le diagnostiquer? Quelles en sont les causes? Et quels sont les traitements disponibles? On fait le point dans ce nouveau numéro de 30 minutes santé, l'émission de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 30 minutes santé consacré à l'asthme. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux spécialistes du domaine. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue. Alors tout d'abord, Camille Taillé, vous êtes professeur de pneumologie à l'hôpital Bichat Claude Bernard. Vous menez des recherches sur l'asthme au sein d'une unité INSERM à l'université Paris-Cité. Laurent Guillaumineau, vous êtes professeur des universités et pneumologue allergologue au CHU de Toulouse et vous menez aussi des recherches à l'INSERM au sein du laboratoire Infinity. Et enfin, tous les deux, vous participez au réseau Chrysalis de recherche clinique sur l'asthme sévère. Alors Camille, je me tourne vers vous tout d'abord. On présente l'asthme comme une maladie inflammatoire des bronches. Alors on va reprendre les bases. Où se situent les bronches ? Les bronches se situent dans le thorax, comme on le voit bien sur ce schéma. Ce sont des tuyaux dont l'objectif est de conduire l'air de l'extérieur jusqu'au poumon. Donc elles font suite à ce qu'on appelle le larynx, la gorge. Ensuite on voit le grand tuyau qui s'appelle la trachée. Et la trachée se divise en deux grosses bronches. Et ensuite les bronches vont continuer de se diviser avec un calibre qui va rétrécir au fur et à mesure des divisions. On considère qu'il y a à peu près 23 niveaux de division. Et quand on arrive tout au bout, donc au bout des poumons, les bronches sont de très petits calibres et elles arrivent dans les alvéoles, qui est la zone où l'oxygène va passer dans le sang. D'accord. Et alors, une inflammation des bronches, qu'est-ce que c'est ? Alors l'inflammation, c'est un mécanisme qui, à l'origine, est utile. C'est lié, en fait, à l'activation des cellules immunitaires, qui sont les cellules de défense, les gardiens contre les bactéries, les virus, les agents extérieurs. Mais dans le cadre de l'asthme, cette inflammation, elle est inappropriée, c'est-à-dire qu'elle est trop forte et permanente, et on ne sait pas très bien, en fait, finalement, ce qui la déclenche, qui fait que les cellules immunitaires sont en permanence en quantité trop importante et avec un niveau d'activation dans les bronches qui est trop important. Et alors, comme on le voit sur le schéma, que se passe-t-il au niveau des bronches, en fait ? Alors, ça touche toutes les bronches, ça c'est important de le dire, hein, les grosses comme les petites. Eh bien, du fait de l'inflammation, on va voir l'épaisseur de la paroi qui va s'épaissir et de ce fait va rétrécir le calibre de la bronche du fait de cette infiltration cellulaire qui est trop importante. Et alors, quels sont les symptômes le plus souvent associés à cette réduction du calibre des bronches ? Eh bien, les symptômes de l'asthme classique, c'est des sifflements, en fait un bruit qui est lié au fait que l'air passe dans un calibre rétréci, donc c'est bruyant. Donc les sifflements, l'essoufflement, parce que effectivement ça demande un effort plus important pour pouvoir respirer, la toux, puisque cette bronche inflammatoire s'exprime, on va dire, par la toux, les crachats qu'on peut retrouver aussi, qui est une conséquence de l'inflammation, il y a plus de mucus qui est produit. Et puis parfois ça peut se donner des symptômes comme une impression d'oppression, de gêne thoracique, de douleur, difficulté à respirer. Voilà, tout à fait. Parfois les symptômes sont plus importants, c'est ça la fameuse crise d'asthme ? La caractéristique de l'asthme justement, c'est d'alterner des périodes où il n'y a pas de symptômes avec des périodes de crise où les symptômes vont apparaître plus ou moins brutalement et puis vont disparaître sous traitement et puis vont réapparaître. Donc c'est vraiment une caractéristique de la maladie, cette alternance de périodes sans symptômes et de périodes avec symptômes. Laurent, quand est-ce que peut apparaître la maladie dans la vie ? Ça apparaît dans la majorité des cas dans l'enfance, ça c'est assez bien connu. On estime que 12 à 14% des enfants sont asthmatiques et puis va se résoudre en fin d'adolescence pour la plupart. Après, on peut aussi avoir des révélations d'asthme tardivement, vers l'âge de 40, 50 ans, parfois même un peu plus tard. Donc il faut savoir y penser parce que parfois les patients qui n'ont jamais été asthmatiques dans leur vie déclenchent un asthme tardivement et on a parfois du mal à faire le diagnostic. On entend parler parfois d'asthme intermittent, d'asthme persistant. Quelle est la différence entre les deux ? C'est parce qu'en fait, il y a différents niveaux de sévérité au sein des symptômes, avec des patients effectivement qui peuvent être gênés, par exemple, que pendant une saison particulière, et puis d'autres à l'inverse, des patients qui peuvent être gênés toute l'année. Est-ce qu'on en guérit de l'asthme ? Alors malheureusement, en 2024, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on peut en guérir. C'est vraiment une maladie chronique. On sait la contrôler, c'est-à-dire qu'avec tous les traitements qu'on a, on sait faire le couvercle sur la cocotte minute, qu'il n'y ait pas de symptômes. Mais en revanche, quand on arrête les traitements, la plupart du temps, la maladie est encore là. Donc la guérison, c'est pour l'instant encore un rêve.
Laurent, est-ce que la maladie évolue avec l'âge au fur et à mesure Alors comme je disais, c'est vrai que dans l'enfance, on a la plupart du temps, à l'adolescence, une amélioration des symptômes. Après, évidemment, il y en a qui peuvent avoir des symptômes qui persistent. Et puis, on peut avoir des patients asthmatiques qui s'aggravent au fur et à mesure du temps. Ça, c'est une possibilité, mais la plupart du temps, on a quand même des rémissions. Alors, effectivement, comme dit Camille, il n'y a pas de guérison quand on a une maladie asthmatique, mais on peut voir quand même une réduction des symptômes avec l'âge, notamment chez les adolescents. Alors, plusieurs tests respiratoires permettent de poser le diagnostic et de suivre l'évolution de la maladie. On a filmé l'un d'entre eux à l'hôpital Bichat. Regardez. Tous les jours, les pneumologues de l'hôpital Bichat reçoivent des patients souffrant d'une gêne respiratoire. Monsieur Keller ? Oui. Bonjour. Je vous laisse venir avec moi. Alain Keller connaît bien l'asthme, il en a depuis qu'il a 9 ans. Récemment, son affection semble s'aggraver. Faut-il modifier son traitement journalier ? C'est la pneumologue qui peut établir ce diagnostic. Pour cela, elle dispose de plusieurs outils et le premier, c'est l'interrogatoire. Vous n'avez jamais été plongé dans le coma pour l'asthme, vous n'avez jamais mis un tube dans la gorge pour respirer? Non. D'accord. Est-ce que vous avez déjà fait appel au SAMU ou aux pompiers pour venir vous chercher? Non. Donc, toute la partie des questions, elle est essentielle pour comprendre la maladie du patient individuellement, puisque son asthme ne sera pas le même que celui de son voisin de chambre. Je suis photographe et donc je faisais des reportages sur l'actualité. Et je pense que l'asthme était pour moi un moyen d'évacuer cette tension. Et comme c'est psychosomatique, quand j'avais des petits problèmes avec mes copines, l'asthme revenait. D'accord. Aussi. Après les questions vient l'auscultation. Chez un patient asthmatique, les branches sont plus étroites et le stéthoscope permet d'entendre un sifflement, caractéristique de l'air à travers des tuyaux plus petits. Ça siffle un peu. Gonflez et soufflez fort. Ok, c'est bon pour moi. Troisième étape, direction le deuxième étage. Le patient doit faire des tests complémentaires, les épreuves fonctionnelles respiratoires ou EFR. Parmi elles, il y a la spirométrie. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le volume d'air qui passe dans les bronches quand il expire, quand il souffle. Le VEMS, volume expiré maximum en 1 seconde. Allez, on continue. Soufflez. Videz, 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 videz. Le patient réalise l'exercice à plusieurs reprises avant et après avoir pris un bronchodilatateur comme la célèbre Ventoline, censé ouvrir les bronches. Aspirez. Soufflez. Si on montre qu'on a des bronches fermées qui se réouvrent quand on donne un bronchodilatateur, alors c'est sûr notre patient est asthmatique. En plus de diagnostiquer l'asthme, la spirométrie permet d'éviter les erreurs de diagnostic. Quand un asthme ne va pas bien, il faut absolument se poser la question de savoir si le malade est vraiment asthmatique. Or, tout ce qui fait siffler n'est pas forcément de l'asthme. Les infections respiratoires comme la bronchite ou la pneumonie peuvent également faire siffler la respiration. Et c'est l'heure des résultats. Donc du coup, Monsieur Keller, ce que montrent vos épreuves de souffle, c'est que les bronches sont fermées et que quand on vous fait respirer le traitement qu'on appelle bronchodilatateur, la ventoline, ça va un petit peu mieux. Et avec tout ça, vos bronches, elles restent fermées, donc on va essayer de faire un petit peu mieux dans le traitement qu'on vous propose. D'accord. Okay. Le diagnostic est posé, l'asthme d'Alain a effectivement progressé. Il peut maintenant poursuivre les examens pour trouver un traitement de fond mieux adapté à son asthme et surtout améliorer sa qualité de vie. Plus tard. Laurent, dans la majorité des cas, quelle est l'origine de l'asthme? Alors ça c'est une question qui est un peu difficile dans le sens où on sait chez la majorité des patients il y a l'allergie qui joue un rôle, hein, ça c'est assez bien connu, c'est-à-dire qu'on estime que 80% de l'asthme chez l'enfant est lié aux allergies respiratoires, c'est 50% chez l'adulte, il y a parfois les agents infectieux comme les virus, mais ça reste parfois un peu flou. Alors une fois qu'on est asthmatique, qu'est-ce qui déclenche les symptômes ou les crises? Alors, bon, encore une fois, l'allergie est quand même un facteur important. Il y a les virus, on vit une période actuellement en hiver où il y a beaucoup de contacts avec les virus et on voit beaucoup de patients arriver dans des contextes d'exacerbation d'asthme parce que les virus sont déclenchés. Après, on a parlé des polluants. On peut avoir aussi d'autres facteurs comme le froid, comme l'activité physique, même si l'activité physique reste recommandée chez les patients asthmatiques. Il y a différents facteurs qui jouent. Certains médicaments aussi jouent un rôle, c'est ça? Alors oui, on a des médicaments qui peuvent effectivement, comme certains médicaments à visée cardiologique,
peuvent donner des compensations d'asthme et déséquilibrer l'asthme. C'est pour ça qu'il est bien de rencontrer un pneumologue quand on a un doute pour justement faire des épreuves de souffle. Alors, petite anecdote, quand on a préparé cette émission, j'ai appris que les émotions fortes pouvaient aussi déclencher des symptômes. Quel est le lien là? C'est un peu moins évident. Alors c'est vraiment très intéressant dans le sens où on voit bien que l'asthme est une pathologie, on a parlé beaucoup d'inflammation, mais reste une pathologie aussi un peu psychosomatique dans le sens où on a probablement une connexion avec le cerveau qui est aujourd'hui assez floue. Mais il est évident qu'on a l'émotion qui peut aller déclencher des crises respiratoires. Après, on a aussi, on en reparlera peut-être, le syndrome d'hyperventilation qui est une autre pathologie qui est aussi très liée avec l'anxiété, qui peut se déclencher, parfois mimer un asthme et on se dit tiens, ça ressemble à des symptômes d'asthme, alors en fait c'est une autre pathologie. Donc on peut faire des erreurs de diagnostic du coup hein. Oui, on estime qu'il y a 30% des patients asthmatiques qui n'ont en fait pas d'asthme mais une autre pathologie. Il y a deux grandes pathologies qu'il faut savoir repérer, qui sont donc le syndrome d'hyperventilation, qui a d'ailleurs été assez démocratisé avec le Covid, parce que ce sont des patients qui ont des centres respiratoires qui se situent ici au niveau du cou, qui vont dysfonctionner et qui vont donner un essoufflement. Et on a aussi un problème de corde vocale. Parfois, les cordes vocales ont tendance à se fermer, à donner des crises respiratoires qui sifflent et on dit ah bah ça siffle donc c'est de l'asthme, alors que pas du tout, c'est un problème de larynx. Il y a parfois une difficulté à faire un diagnostic d'asthme, autant on se dit non mais c'est une pathologie que tout le monde connaît, c'est facile, alors que pas du tout, il faut parfois prendre un peu de temps à interroger les patients pour justement arriver à détecter un peu des signaux qui nous disent non ça ressemble pas trop à de l'asthme mais à une autre pathologie. Finalement c'est une véritable enquête. Exactement, c'est ce qu'on fait avec Camille en consultation, c'est-à-dire que on interroge les patients, on prend un peu de temps, mais comment vos symptômes, vous pouvez me raconter, ah là vous avez fait ça comme ça, mais qu'est-ce que vous avez pris comme traitement? Est-ce que c'est passé en combien de temps? Enfin, et vraiment une véritable enquête pour justement arriver à détecter si c'est vraiment un asthme ou pas. Alors Camille, que se passe-t-il dans le poumon des asthmatiques quand ils sont exposés par exemple à du pollen ou des particules irritantes par exemple? Alors déjà ils arrivent dans les bronches, effectivement, ils passent par le nez, ils arrivent dans les bronches, sur la paroi des bronches qu'on appelle l'épithélium, qui est une zone extrêmement sensible, et vont activer en fait encore ce phénomène inflammatoire qui existe déjà et qui va brutalement s'amplifier. Comment l'organisme répond à cette agression? Qu'est-ce qu'il met en place? Eh bien dans ces cas-là, c'est là où l'organisme envoie ses petits soldats immunitaires, les cellules de l'inflammation, qui vont être brutalement attirées dans la bronche, qui vont d'une part essayer de se débarrasser de ces éléments étrangers, mais en se débarrassant, il va y avoir des dégâts collatéraux, comme on dit, puisque ces cellules inflammatoires vont produire des tas de molécules qui sont toxiques pour la bronche finalement. Il va y avoir des phénomènes de réaction qui vont faire que le muscle des bronches, d'une part, va devenir plus gros et plus épais, et lui aussi va contribuer à ce qu'on voyait à cette bronche épaissie. Et puis il va y avoir ce qu'on appelle cette hyperréactivité, cette bronche hypersensible, qui fait que le muscle qui entoure la bronche est capable de se contracter de manière inappropriée, trop rapide, trop forte, et est capable de refermer la bronche lorsqu'il y a des expositions à des éléments exogènes ou irritants. Et il y a une production de mucus aussi, vous l'avez dit tout à l'heure. Tout à fait. Donc cette barrière épithéliale qui est attaquée par l'extérieur, on va dire, sous l'effet de l'inflammation, elle va se mettre à produire du mucus en quantité plus abondante, avec un mucus qui est souvent très épais, très collant. Et d'ailleurs, les malades le décrivent très très bien, le fait d'être encombré, de cracher, avoir du mal à se désencombrer. Souvent, c'est pris à tort comme une infection. En fait, c'est pas une infection, c'est juste un symptôme de la maladie. Donc le mucus, oui, ça fait partie aussi d'un dégât collatéral lié à cette inflammation chronique. Alors, on l'a dit, la pollution de l'air joue un rôle dans le déclenchement de l'asthme. On va faire le point sur les connaissances à ce sujet avec notre prochain invité. C'est parti. Bonjour Valérie Sirou, bienvenue sur le plateau de 30 minutes santé. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche INSERM en épidémiologie à l'Institut pour l'avancée des biosciences à Grenoble. En résumé, votre travail consiste à étudier le poids des facteurs environnementaux dans l'apparition et le développement des maladies respiratoires comme l'asthme, c'est correct? Tout à fait. Identifier effectivement dans quelle mesure, quels facteurs vont participer au développement de la maladie asthmatique. Très bien. Alors si on retrace l'évolution du nombre de cas d'asthme au cours des 50 dernières années, comment est-ce qu'il a évolué? Alors, en fait, il y a une disparité géographique au niveau mondial. Si on se situe en France ou globalement dans les pays développés, on a observé une augmentation très notable de la prévalence de l'asthme au cours de la moitié, je vais dire, du siècle dernier. Mais depuis les années 2000, plutôt une stagnation.
Et quand ça a augmenté, ça a vraiment augmenté. C'est-à-dire que le nombre de cas d'asthme a doublé, voire triplé. Oui, donc c'est pas négligeable. Voilà. Alors que dans les pays en voie de développement, on est plutôt actuellement à une augmentation de la prévalence de l'asthme. Très bien. Comment on peut expliquer cette évolution croissante et rapide? On sait que l'asthme, c'est une maladie multifactorielle. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de facteurs de risque qui sont impliqués dans le développement de cette maladie. Il y a des facteurs génétiques indiscutables et des facteurs environnementaux. En revanche, les facteurs génétiques, à eux seuls, ne peuvent pas du tout expliquer une telle augmentation sur une fenêtre de temps qui est courte, à l'échelle des dérives génétiques qui nécessitent des générations. Donc, ça pointe vraiment du doigt le rôle de l'environnement, et notamment donc, les facteurs environnementaux qui ont été modifiés, soit de nature ou par leur fréquence, sur cette période où on a constaté une forte augmentation de la prévalence de l'asthme. Et alors, quels sont ces paramètres Alors, qui ont en fait, évolué? c'est globalement lié au mode de vie. Ouais. C'est une période, finalement, de transformation profonde de la société, avec un mode de vie beaucoup plus urbain. Et cela va concourir à la fois à l'augmentation de certains facteurs de risque, tels que l'exposition à la pollution de l'air, et en même temps, une réduction de facteurs a priori protecteurs dans le développement de l'asthme et des allergies, tels que, par exemple, l'environnement fermier. On sait que des enfants qui naissent à la ferme et qui grandissent en milieu fermier sont beaucoup moins à risque de développer des maladies allergiques. Eh ben, on va tous déménager alors. Aujourd'hui, on est tous exposés, c'est un peu ça le problème. Est-ce qu'on a une idée du seuil à partir duquel on court un risque ou pas? Alors, au niveau du seuil, en fait, on n'a pas été, en fait, toute la littérature internationale qui a cherché à identifier un seuil en dessous duquel, effectivement, il n'y aurait pas d'impact sur la santé, et notamment sur l'asthme, n'ont pas réussi à identifier ce seuil. En fait, ce que l'on montre, c'est ce que l'on appelle une relation vraiment linéaire, c'est-à-dire qu'à chaque niveau de pollution de l'air, si on augmente de 2 microgrammes par exemple l'exposition aux particules, on va augmenter le risque d'asthme, que l'on démarre à 10 microgrammes ou à 20 microgrammes de particules. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de seuil en dessous duquel on peut dire qu'il n'y a pas d'impact sur la santé. Alors on parle de polluants, vous parlez de particules, mais finalement, quels sont les polluants incriminés? Et quelle est leur source? L'air que l'on respire, en fait, c'est une soupe de polluants. On peut néanmoins citer 3 polluants. Le dioxyde d'azote, le NO2, qui a pour source principale le trafic, donc la circulation automobile. Les particules, qui sont des poussières, que l'on différencie selon leur diamètre, plus ou moins fin. Donc, voilà, on travaille sur les PM2,5 ou les PM10 de 2,5 microns ou de 10 microns de diamètre. Ça, c'est leur diamètre. Voilà, et en fait, juste pour vous donner une idée, un grain de sable fin, c'est 90 microns à 100 microns. Donc okay, voilà, donc juste pour positionner, donc c'est vraiment des polluants, des poussières fines. Ouais. Et donc ça pénètre facilement, j'imagine. Plus elles sont fines, plus elles vont pénétrer au fond de l'arbre bronchique. On a parlé de ramification avec une réduction de calibre. En fait, plus elles sont fines, plus on va être capable d'atteindre profondément l'arbre bronchique, effectivement. Et donc là, les sources principales en France, c'est plutôt le secteur résidentiel et notamment le chauffage. Et puis l'ozone. Alors l'ozone, il se différencie des deux autres parce qu'il ne s'agit pas d'un polluant primaire, mais d'un polluant secondaire. C'est-à-dire c'est quoi la différence? Il n'est pas émis dans l'atmosphère directement. Ouais. Il résulte en fait de transformations photochimiques d'autres polluants et notamment les oxydes d'azote. Cet ozone, est-ce qu'il a un lien aussi avec le changement climatique? On en entend parfois parler. Effectivement, l'ozone a un lien avec le changement climatique puisqu'on a besoin, c'est une transformation photochimique avec les UV, donc plus on a soleil, c'est un polluant d'été principalement. Ouais. Effectivement, avec le réchauffement climatique, on a une augmentation de l'exposition à l'ozone des populations. Ça veut dire que dans les années à venir, le changement climatique pourrait avoir un impact sur les cas d'asthme? Alors, effectivement, c'est une littérature qui est croissante. Il y a beaucoup moins de données aujourd'hui que pour la pollution de l'air, par exemple, sur le réchauffement climatique. Mais ce dérèglement climatique, il est suspecté de pouvoir avoir un rôle sur l'asthme selon 2 mécanismes. Premièrement, des effets directs, c'est-à-dire qu'avec le réchauffement climatique, les pics de chaleur, les canicules vont être plus nombreuses. Il y a des premiers résultats qui indiquent qu'effectivement, avec les pics de chaleur, on peut avoir plus d'hospitalisation pour asthme. D'accord. Ouais. L'autre phénomène, c'est qu'on va avoir aussi des phénomènes extrêmes, tels que les feux de forêt, qui sont des puissants expositions aux particules pour les populations. Et aussi des orages qui vont être plus nombreux et d'intensité plus importante et qui peuvent déclencher ce qu'on appelle l'asthme d'orage. C'est étonnant ça, c'est
C'est quoi? Quel est le lien entre l'orage et l'asthme? Eh bien, en fait, c'est que l'orage, quand il est intense, en fait, on a sur le plan, il y a sur le plan électrique, en fait, dans l'air, qui va avoir des impacts, en fait, sur les grains de pollen qui sont chargés en humidité et qui vont éclater en toutes petites particules, en fait, qui vont donc pénétrer beaucoup plus profondément aussi dans l'arbre bronchique. Et souvent, les orages, il y a le vent aussi qui remet en suspension les particules. Donc, en fait, à la fois, on est exposé à plus de particules, plus de pollen, et donc qui engendre, en fait, un risque pour ceux qui ont déjà de l'asthme, bien sûr, de déclencher les crises d'asthme. Est-ce que le changement climatique joue un rôle aussi sur les pollens? Est-ce que ça les rend aussi Alors voilà, j'allais en venir, je vous disais, voilà, il y a des effets directs et des effets indirects aussi du changement climatique, effectivement, en modifiant les niveaux d'exposition à des polluants principaux dans l'asthme. Ce sont par exemple les pollens, ça va allonger la saison pollinique et rendre aussi plus allergisants les pollens. Alors Valérie, comment on peut agir de manière préventive pour réduire le risque de développer de l'asthme? Alors c'est une question difficile puisqu'on a parlé beaucoup de la pollution de l'air, mais en fait il y a de nombreux autres facteurs environnementaux qui sont impliqués dans le développement de l'asthme. Les premières recommandations, bien sûr, c'est on pense à la santé respiratoire, donc on pense à ce que l'on inhale. Donc la première chose, c'est d'éviter de fumer, l'exposition aux pièces enfumées. Néanmoins, il n'y a pas que les facteurs environnementaux que l'on respire qui vont avoir un impact sur le poumon, en fait. Aujourd'hui, on a bien montré l'impact aussi de l'alimentation, de l'activité physique. Et alors, quand on est déjà asthmatique, comment on peut éviter les crises? Alors, effectivement, dans l'asthme, ça dépend de quel type d'asthme. De l'asthme allergique, par exemple, dont on a déjà parlé. Donc, dans l'asthme allergique, effectivement, il faut limiter autant que possible l'exposition aux allergènes auxquels le patient est allergique. D'ailleurs, on trouve facilement des cartes sur Internet pour pouvoir suivre un peu le... Alors pour les pollens, effectivement, c'est le cas. Donc les saisons polliniques différentes selon les différentes espèces. Ensuite, il y a les acariens, donc finalement on est exposé toute l'année, donc il y a 2-3 recommandations qui vont être par exemple voilà, d'ouvrir la fenêtre régulièrement aussi, de limiter la chaleur, l'humidité, de mettre des housses pour les oreillers, les matelas, pour essayer de limiter aussi l'exposition aux acariens. Donc voilà pour l'asthme allergique. Bien sûr, il y a de l'asthme professionnel, on n'en a pas parlé jusque-là, on a 10% d'asthme de l'adulte en France qui seraient des asthmes professionnels. Et là, c'est lié à quoi? Qui sont, il s'agit en fait de polluants qui vont venir irriter plus les bronches. Des produits chimiques. Donc des produits, donc c'est le cas des peintures, des colles, des produits ménagers, des farines pour les boulangers. Donc il y a tout un ensemble de métiers qui vont être à risque aussi. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Valérie, merci pour vos conseils, pour ces explications. À présent, on va s'intéresser au traitement et aux perspectives à venir pour la recherche. Donc je vais rejoindre mes invités sur le plateau. À tout de suite. Laurent, quand on parle de traitement de l'asthme, on pense tout de suite à la ventoline. Est-ce que c'est le traitement de référence ? Alors ça, c'est une idée reçue, une fausse idée reçue, c'est-à-dire que la ventoline est un traitement de la crise d'asthme. Donc l'objectif, c'est que les patients n'en prennent jamais. Donc le traitement va être un traitement de fond à prendre quotidiennement pour aller cibler l'inflammation que Camille a décrit. Et le traitement actuellement qui fait référence, c'est la cortisone inhalée, qui a pour bénéfice d'aller justement très bien cibler cette inflammation. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire parce que le traitement est actif uniquement dans le poumon. Donc le traitement de l'asthme, c'est le traitement de fond par cortisone inhalée. Donc qu'est-ce qu'il faut attendre du traitement de fond? Alors l'objectif du traitement, ça va être justement qu'il n'y ait pas de symptômes, donc ça veut dire pas de recours à la ventoline, pas de symptômes notamment la nuit, mais aussi le jour. Et puis ce qui est important, c'est d'éviter les crises. Et on sait que les crises sont traitées par cortisone orale. Là, pour le coup, on donne la cortisone orale pour traiter des crises. Et notre objectif à nous, c'est qu'il n'y en ait pas. Et donc, nous, on se fixe comme objectif, c'est qu'il y ait moins de 2 cures par an de cortisone orale. Donc, c'est-à-dire que si un patient prend plus d'une seule cure par an, c'est-à-dire que là, l'asthme ne va pas bien. C'est ça qui doit nous alerter. C'est à ça qu'il faut prêter attention. Exactement. Alors ça, c'est quelque chose contre lequel on se bat. C'est-à-dire que évidemment, quand un patient va pas bien, va voir son médecin généraliste, va voir un service d'urgence, il reçoit de la cortisone orale pour soigner l'asthme, évidemment, il faut le prendre. Mais ça veut dire que derrière, il faut toute une réflexion sur intensifier le traitement de fond
pour éviter ce recours à la cortisone orale. Et là, on se dirige vers qui alors? On va voir notre médecin traitant, on va voir un pneumologue Oui, alors il y a à la fois les médecins généralistes qui délivrent le traitement de fond, il y a également les pneumologues, les allergologues, donc il faut effectivement être à même d'aller voir un médecin pour justement avoir un traitement de fond quotidien pour ne plus avoir de symptômes. Et donc de recours à la cortisone. Le but, c'est vraiment d'avoir une vie normale. Exactement, okay. C'est ce que nous, on se bat pour ça. On se bat pour que les patients aient une vie normale et qu'ils n'utilisent jamais la ventoline. Alors, dans le cadre de l'asthme allergique, on peut aussi traiter ce qui cause l'allergie avec une désensibilisation. En quoi ça consiste? C'est-à-dire qu'on donne de petites doses d'allergènes et puis on augmente progressivement et ensuite on laisse le patient à une dose fixe d'allergènes à prendre tous les jours pendant une durée de plusieurs années. Camille, dans quel cas il peut être plus difficile de contrôler l'asthme? Alors ça peut être difficile chez certains patients qui ont ce qu'on appelle un asthme sévère, c'est-à-dire que c'est à peu près 5 à 10% des patients asthmatiques qui ne vont pas réussir à avoir une maladie contrôlée malgré le traitement dont vient de parler Laurent, c'est-à-dire des doses de cortisone inhalées, données dans les bronches. Donc chez ces malades-là, on va augmenter les doses progressivement et puis quand on est à la dose maximale, si on n'arrive pas à les contrôler, on appelle ça des patients asthmatiques sévères. Très bien. Et chez eux, comment ça se manifeste? On peut avoir notamment une gêne à l'effort, c'est-à-dire des gens qui se retrouvent essoufflés pour tout, avec parfois un handicap qui peut être extrêmement important. Donc l'essoufflement, la toux, les crachats qui sont permanents. Et en plus de ces symptômes quotidiens, viennent se greffer des poussées inflammatoires avec donc des fameuses exacerbations qui peuvent être très sévères chez ces patients-là. Alors pour ces patients, on peut leur proposer des traitements bien spécifiques, c'est les biothérapies. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça apporte? Donc ce sont ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux, des molécules qui peuvent reconnaître des molécules de l'inflammation, les fixer et les empêcher d'aller faire leur action sur les différentes cellules. Donc en fait, on bloque l'inflammation par un mécanisme différent de la cortisone et il y en a 5 différents, donc qui ont chacun un mode d'action, qui cible une molécule différente. Donc c'est intéressant parce que certains patients peuvent réagir plus à certaines molécules que d'autres. On peut personnaliser comme ça. Tout à fait. On peut choisir en fonction des caractéristiques de l'asthme le médicament qui peut être le plus adapté. Alors, malgré les progrès, ça reste quand même assez contraignant parce que c'est des prises quotidiennes, c'est dans la longueur. Donc, certains patients ont tendance parfois à arrêter. Vous voyez ça, vous, parfois en consultation Régulièrement. On estime qu'au bout d'un an, 40% des patients asthmatiques continuent leur traitement. Donc, ça veut dire qu'il y en a 60% qui ont arrêté. Et ça, c'est un vrai problème parce que on le voit très bien, c'est que les patients qui arrêtent, comme le disait Camille, mais en fait, l'asthme, pendant une période, pas s'exprimer. Puis d'un seul coup, on croise un allergène, un virus et on refait une crise d'asthme, une exacerbation. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir le traitement qui soit pris régulièrement tous les jours et surtout de ne pas arrêter les traitements. Alors, je crois qu'il y a aussi un vaccin qui est en cours de développement, mais là, c'est contre l'asthme allergique uniquement, c'est ça? Alors, non, pas que. Il y a aussi contre l'asthme en général, c'est-à-dire qu'il y a l'entreprise française Neovax associée à l'équipe de Laurent Reber, qui est chercheur INSERM, qui ont développé un vaccin, c'est-à-dire ces molécules de l'inflammation qu'on a maintenant bien appréhendées, dont on sait qu'elle joue un rôle, et on est capable de l'associer à une molécule qui va déclencher une réponse immune. Et donc, quand on injecte notamment à des modèles d'asthme chez des souris, on voit qu'on arrive à sécréter nos propres anticorps contre ces molécules d'inflammation. Alors, c'est très, très convaincant parce qu'effectivement, on voit bien qu'on a les bronches qui se dilatent, qui reviennent à leur position normale. On a plus de sécrétion d'anticorps contre l'allergie. Et donc, l'allergie diminue. Donc, on a finalement un phénomène dont on voit qu'il se réverse avec l'utilisation du vaccin. Quelle est la suite à donner et quand est-ce qu'on pourra le voir peut-être commercialisé? Alors, évidemment, la suite à donner, c'est de poursuivre le développement au niveau préclinique, c'est-à-dire avant la mise à disposition, notamment chez l'homme. Et ensuite, c'est tout le développement clinique du vaccin, c'est-à-dire l'administration chez l'homme, et puis passer les différentes étapes. Donc, ça va demander plusieurs années avant qu'on puisse discuter d'une éventuelle commercialisation. Très bien. Eh bien, écoutez, on arrive au terme de cette émission. Merci à tous les deux, merci pour vos explications. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Merci à Samia Saya qui est à l'initiative de cette émission INSERM. Merci à l'INSERM aussi. Et merci à toutes les équipes pour la réalisation de cette émission.